ABK Radio, l'interview. Docteur Jean-Marie Biada, bonjour. Fifi, bonjour. Bonjour à vos centaines de millions d'auditeurs. Bonjour aux technico-artistiques sans lesquels notre échange de ce matin ne serait qu'une vue de l'esprit. Tout à fait. Et bonjour, bien entendu, à tous ceux qui ont l'extrême privilège de nous suivre ce matin. Merci. Veuillez recevoir nos vœux les meilleurs pour l'année 2024, docteur. Je vous les retourne, madame, mais je ne prendrai pas le risque d'insister dessus parce qu'en fait, ça n'a pas encore été présenté par la plus haute autorité de l'État. Considérez que je vous ai transmis ces vœux de façon très informelle. Oui, de façon très officieuse. Bon, c'est vrai que les auditeurs sont témoins. Docteur, la loi des finances 2024 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et cette loi regorge de nouvelles taxes et le contribuable, pour ne pas dire le citoyen camerounais, s'en inquiète parce qu'il n'a pas idée de ce que ces taxes auront comme incidence sur sa vie quotidienne. Docteur Jean-Marie Biada, qui sont ceux qui sont concernés au premier chef par ces taxes? Bon, très bonne question, mais il faudrait plutôt éviter d'apeurer les populations. Le budget a été augmenté seulement de je crois, 13,9 milliards, de 0,2%. Sur ces 10, 15, 20 dernières années, j'ai jamais vu une telle augmentation du budget de l'État, une augmentation résiduelle, 0,2%. Et le taux de 0,2% me rappelle d'ailleurs le taux auquel il avait été institué. Nous sommes là en 2021, ce qu'on appelait la TTR, la taxe sur le transfert d'argent à l'envoi était de 0,2% et au retrait de 0,2%. Pour cette année, une nouvelle taxe, je n'en ai pas vu. On a simplement élargi la base fiscale, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude de faire ce que vous appelez le dropshipping, par exemple, c'est-à-dire le commerce sur Internet, le e-commerce, comme ça se dit couramment. Oui. Les gens qui avaient l'habitude de mener des activités sur le cyberespace et cela leur apportait de l'argent. Jusque-là, c'était des activités non fiscalisées. Oui. Et comme c'est le service maintenant, tout le monde, parce que j'entends les gens parler des influenceurs, c'est pas seulement les influenceurs. Vous-même, Fifi, si vous avez l'habitude d'envoyer des podcasts au Canada, bon, nous sommes à l'ère du Canada, oui. Au Canada, dans une radio là-bas, et ça vous rapporte de l'argent, vous êtes soumis au paiement de l'IAPP là-dessus, de 5,5% seulement. C'est pas une nouvelle taxe. On a simplement élargi la base taxable, c'est-à-dire des activités qui hier étaient exercées en toute exemption de taxes, de droits et d'impôts, aujourd'hui sont concernés. Donc l'État est monté sur le cyberespace. Je crois que c'est la suite. Vous voyez que les communications électroniques, la taxe sur le transfert d'argent, nous sommes dans les communications électroniques. E-commerce, c'est encore les communications électroniques. Donc, nous sommes montés dans le cyberespace. C'est-à-dire l'État, au lieu d'aller sur les marchés pour collecter de l'argent, s'est dit, il y a un environnement transparent pour moi dans lequel on est en train d'exercer des activités économiques. Je voudrais donc aller prélever quelque chose sur cet environnement-là. Dans la taxe sur les bénéfices non commerciaux, c'est de ça qu'il est question. En tout cas, plein d'entreprises sont soumises au paiement de ces bénéfices non commerciaux. Un avocat, un huissier, un officier ministériel, c'est à ça, c'est-à-dire leurs honoraires uniquement. Donc, le monsieur qui va travailler maintenant sur le cyberespace, il peut faire du e-commerce, il peut vendre des mèches, il peut vendre le haricot blanc, il peut vendre le poivre de Pendia, il peut vendre des habits made in Cameroun, il peut vendre également des contenus, parce que tout ce que j'ai dit là, c'est de la matière. Tout à fait. Mais, c'est-à-dire la matière physique, il peut vendre aussi de la matière grise, c'est-à-dire des activités immatérielles. Les contenus médiatiques, par exemple, je parlais tout à l'heure d'un podcast, c'est un contenu médiatique. Je pourrais parler également de quelqu'un qui fait des formations à distance. Vous voyez qu'à la faveur du Covid, on s'est retrouvé à travailler beaucoup plus avec une application qui existait, mais qui était marginalisée. Ça s'appelle Zoom, mais il y en a plein aussi. Donc, tous ces travaux qui se passent sur Zoom, il y a beaucoup d'argent qui sont sécrétés par là, et l'État ne voyait que du feu. Donc, qu'est-ce que l'État fait? L'État dit, bon, désormais, pensez à me donner un peu de cet argent-là, et en tant que consultant, quand je facture, on ajoute toujours, en termes d'IEPP, la compte, c'est 5,5%. C'est 5%, et comme la majeure partie des impôts, droits et taxes au Cameroun supportent ce qu'on appelle les centimes additionnels communaux, dont le taux est de 10%. Ça fait donc 5%, et les 10% de 5%, c'est 0,5%, ce qui donne un cumul de 5,5%. Donc, si je conclue sur ce premier jet, je dirais que non, il n'y a pas de nouveaux impôts qui ont été créés.
On a simplement élargi la base fiscale en essayant beaucoup plus d'exercer une préemption sur les activités dématérialisées. Donc j'entends par activité dématérialisée quoi? Les ventes qui se passent sur Internet, ça peut être vente de matières physiques, tangibles, malléables, palpables. Ça peut être vente également de biens non tangibles, c'est-à-dire des services, c'est-à-dire tout ce qui est immatériel, tel que des contenus médiatiques par exemple, tels que des scènes de théâtre, telles que la production artistique et intellectuelle. Oui, docteur Jean-Marie Biada, pour rester sur cette question du prélèvement de 5%, de 5,5% des revenus des influenceurs, comment ça va se passer de façon concrète? Parce qu'on sait que au-delà de la télédéclaration, au-delà de ce qu'on peut faire désormais en ligne, il y a que lorsqu'une entreprise ou alors un commerce n'est pas à jour avec ses impôts, il peut être scellé. Lorsque ça va se passer sur Internet, comment est-ce que l'État aura les moyens pour pouvoir récupérer ce qui lui revient de droit en termes d'impôts? Très bonne question. J'ai failli faire carrière là-dedans, Fifi. Oui. Malheureusement, nous sommes dans un environnement où tout ce qui est nouveau, les Camerounais ne s'engouffrent pas là-dedans. À moins que ce soit nouveau en termes de bière ou d'alcool, les Camerounais s'engouffrent là-dedans. Ou en termes de jeux de hasard, ils s'engouffrent dedans. Oui. Mais quand c'est un peu intellectuel, quand c'est un peu raffiné, quand ça relève vraiment de l'immatériel et innovant, c'est pas trop leur cas. Donc, l'État, regardez, Fifi, quand vous roulez dans la vie ordinaire, l'État peut vous interpeller par ses gendarmes. Si vous avez son bois, il y a la brigade forestière. Si vous avez les marchandises, il y a les douanes. Si vous êtes un peu plus fort, on fait venir des forces de troisième catégorie telles que l'armée pour vous interpeller. Si c'est sur l'eau, l'État a sa marine également qui veille là-dessus. Et là, je suis en train de vous indiquer comment est-ce que l'État a des points de contrôle et de surveillance de son espace. Là, je suis au niveau physique. Oui. Mais dans le cyberespace maintenant, l'État a également sa brigade. Si vous voulez parler au téléphone, par exemple, le gendarme là-bas s'appelle l'agence de régulation des télécoms. Oui. Si vous allez dans le cyberespace maintenant, l'État a également un gendarme qui s'appelle l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, donc l'ANTIC. Oui. Et il peut aussi arriver que Fifi veuille par exemple mettre sur pied sa radio, une radio pirate. Fifi doit reconnaître que à Yaoundé, nous avons ce qu'on appelle au CIABAC, la commission interministérielle d'attribution des bandes de fréquences. Donc même à partir de là encore, on va vous traquer. Oui. Donc, nous tous qui sommes actuellement dans le cyberespace, l'Antique peut nous voir. Oui. Donc, ce n'est pas un souci que vous vous appelez Takam, que vous appelez Muriel Blanche, que vous appelez Poupi ou bien Edoudoua. Oui. Vous êtes connu par notre ami là, il s'appelle l'Antique. L'Antique vous connaît. Ça veut dire que si, on va l'appeler comment, YouTube ou iTunes ou X aujourd'hui, qui hier s'appelait Twitter, vous payez de l'argent, mais l'Antique peut tracer et dire que vous avez reçu de l'argent. Eh bien, puisque quand vous payez cet argent, ce n'est plus sur le cyberespace, ça passe plutôt dans votre compte. Et si ça va dans votre compte maintenant, le secteur est encore plus que maillé. À la base, vous avez des microfinances qui ont l'obligation d'avoir un compte auprès d'une banque commerciale. Et au Cameroun, à date, nous avons 18 banques commerciales. J'aurais pu dire 19 parce qu'il y a une qui est en train de racheter l'autre. Oui. Notamment Access Bank qui est en train de racheter la banque américaine qui était ici chez nous, Standard Chartered Bank, depuis de nombreuses années. Donc, ces 18 banques-là également, ou 19, ont également à leur tête maintenant la banque des banques, c'est-à-dire la banque centrale qui contrôle. Et si c'est un transfert d'argent, la banque centrale est au courant de l'argent. Tout ce qui entre ici, même à 1 franc près, la banque est au courant. Donc, ce n'est pas un souci pour la banque centrale. Et bien plus, au niveau de la banque centrale, ils ont eu à développer là-bas, ça peut faire 7-8 ans, sinon un peu plus, ce qu'ils ont appelé la CIP, la centrale des incidents de paiement. C'est une sorte de centrale de risque. Oui. Donc, on connaît les bons payeurs des banques, on connaît les mauvais payeurs des banques, on connaît des gens qui sont surengagés auprès des confrères au niveau de l'univers des banques. Donc, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci que vous soyez mon ami Didier Kouamo, qui gagnerait beaucoup d'argent sur le cyberespace. L'Antique, si on croise l'action de l'Antique, l'action de l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, l'action du GABA, groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, l'action de la Banque centrale, Monsieur Didier Kouamo ne peut pas passer par les mailles du filet. On va les retrouver. Bien plus, j'ajoute ceci. Pour la loi nous sommes là, la loi de finances 2024, là, oui. C'est une obligation désormais. Vous voulez faire une demande. Vous voulez demander quoi, Fifi? Une licence.
Vous voulez demander quoi? Un agrément. Oui. Vous voulez demander quoi? Une autorisation. Peut-être un visa aussi. Je reste d'abord au niveau de ce qui n'est pas visa, parce que visa, je suis au niveau des représentations diplomatiques. Donc, je vais déjà à l'international. Je veux sortir du pays. Je reste à l'intérieur du pays. Tout à fait. Donc, toute personne physique ou morale qui veut demander, ou alors redevable d'un impôt, d'un droit ou d'une taxe, qui sollicite des administrations publiques ou parapubliques, un titre, une licence pour gérer un bar, par exemple, une certification, une attestation, une autorisation ou un agrément quelconque dans le cadre de l'exercice de son activité, doit obligatoirement mentionner sur sa demande son NII, numéro d'identification unique. Oui. Ce numéro est venu remplacer ce qu'on appelait hier donc le numéro de contribuable. Et à ça maintenant, à ta demande, tu dois donc joindre ce qu'on appelle désormais l'ACF, l'attestation de conformité fiscale en cours de validité. L'absence de cette attestation de conformité de validité, attestation de conformité fiscale en cours de validité entraîne l'irrecevabilité de votre requête. Et là, l'ACF dont on parle, elle est venue remplacer cette année-ci ce que l'année dernière, on appelait l'attestation de non-redevance. Et cette attestation de conformité fiscale tient lieu donc de certificat d'imposition, de certificat de non-imposition et en même temps bordereau de situation fiscale. Donc le bordereau de situation fiscale, c'est ce document qui va dire que FIFI, vis-à-vis de l'administration fiscale, doit par exemple, elle est à jour, ou alors elle doit par exemple, quand vous êtes à jour dessus, on tire 2 grands traits et on écrit au milieu néant. Ça veut dire que vous ne devez rien à l'administration. Par contre, quand ce n'est pas le cas, on va donc dire FIFI doit à l'administration à peu près 100 000 francs déclinés en 40% à titre, parce qu'au Cameroun, il existe 3 grandes familles d'impôts. Les impôts sur la consommation, on va donc dire 40% d'impôts sur la consommation. Exemple, la TVA, ça fait donc 40 000. Et puis, 40% en termes d'impôts sur le revenu. Pour votre cas, vous êtes une personne physique. L'IRPP, ça fait encore 40 000. Et on dit enfin, en termes d'impôts sur l'activité. Par exemple, 20% restant, on ajoute donc 20 000 impôts sur l'activité. J'ai parlé de l'IRPP tout à l'heure, ou l'IF, si vous étiez une personne physique, ou alors j'aurais pu conclure, l'impôt sur le revenu maintenant, c'est l'exemple de l'IRCM, impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Si FIFI achète par exemple une action à Socapan, à la fin de l'année, on doit lui payer par exemple 1 000 francs. On devrait enlever sur ce 1 000 francs-là ce qu'on appelle l'IRCM, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, qui est de 16,5%, qui est venu remplacer depuis 2005 ce qu'on appelait à l'époque la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers. Donc on va enlever dessus 16,75 francs et donner dans le solde à FIFI. Ce montant donc là devrait donc figurer sur votre bordereau de situation fiscale. Tout à fait. Donc pour demander ça, il faut donc indiquer votre NUI, votre numéro d'identifiant unique, joindre derrière maintenant l'attestation de conformité fiscale. Donc vous comprenez que ceux qui ont gagné de l'argent donc à l'international, ici localement, vont être tracés. FIFI, vous avez désormais par exemple, votre père, vous êtes héritière d'une petite maison du côté de Bonapriso, donc vous louez à hauteur de 600 000 francs par mois. Mais je tiens à vous dire que le contrat que vous aurez écrit avec le monsieur, votre locataire, sur ce contrat, vous devez indiquer votre numéro d'identifiant unique. Et quand cela est fait, cela indique donc que vous appartenez à un centre d'imposition de rattachement. Le gouvernement peut donc passer, notamment l'administration fiscale, la direction générale des impôts, par votre NUI, peut donc vous voir, peut tracer tout ce qui passe sur votre compte en termes d'argent, en termes de dépôt, en termes de recettes, en termes de revenus. Et c'est sur cette base-là maintenant que le système fiscal camerounais étant donc déclaratif, on vous laisse le soin de déclarer à la fin de l'année que j'ai fait 10 millions de chiffre d'affaires annuel hors taxe. Et l'État dit donc, présente donc tes états et tu payes tes impôts. Là, c'est en fin d'année. Mais comme on voit que la fin d'année, ça peut dire, il faut que l'État puisse vivre. C'est pour ça que l'État s'arrange à faire en sorte qu'à la fin de chaque mois, l'État te donne 15 jours pour déclarer et acquitter et payer donc tout ce que tu aurais réalisé au courant du mois précédent. Et c'est en fin d'année maintenant qu'on vous donne un peu de temps pour la régularisation. C'est-à-dire quoi, quand l'exercice est clos au 31 décembre, si je suis... Cette année, si ça a évolué, c'était tout le monde. Avant le 28 mars, il fallait déposer les états. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est uniquement, si vous êtes une grande entreprise, vous déposez le 28 mars. Ensuite, le 28 avril, si vous êtes une moyenne entreprise. Et enfin, si vous êtes
monsieur tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ont pour centre d'imposition de rattachement les centres divisionnaires des impôts, donc les petits contribuables, vous avez jusqu'au mois de juin pour déposer vos états de synthèse. Et cela se passe, et là, je peux le dire en pleurant un peu, c'est-à-dire que les experts comptables sont vraiment coincés aujourd'hui. Les états de synthèse, c'est eux qui établissaient ça. Or, il y a déjà un formulaire qui a été validé par le Premier ministre et qui est en ligne. Donc, vous remplissez cela en ligne. Il n'est pas question qu'un expert comptable vienne parler en votre lieu et place. Oui. Et sur cette base-là, maintenant, l'État dit, voici ce que vous devez me payer. Et vous payez le montant concerné. Donc, je conclue en disant, ceux qui sont sur le cyberespace ne sont pas du tout cachés. Ils sont à la merci de l'État à travers l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, à travers le CIABAF, Centre interministériel d'attribution des bandes de fréquences. Donc, ils ont intérêt plutôt à déclarer spontanément d'eux-mêmes. Parce que quand vous ne le faites pas, les pénalités sont souvent très sévères. Si vous ne l'avez pas fait, je prends un exemple, vous ne payez pas des impôts et vous utilisez des moyens dolosifs pour ne pas le faire, c'est-à-dire des moyens détournés. Oui. Une fois que l'État t'a mis le grappin dessus, la pénalité est de 150%. Oui. Docteur... Donc c'est dans votre intérêt de le faire, de vous déclarer et de payer. Oui. Docteur Jean-Marie Biada, la loi des finances 2024 prévoit également que les personnes désireuses d'obtenir un visa de sortie du pays auprès d'une ambassade étrangère présentent impérativement ce qu'on appelle l'attestation de conformité fiscale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, Fifi, bon, personnellement ici, autorisé que j'exprime ma désolation parce que les gens ont mis le curseur seulement sur le visa. Ben, je les comprends aussi parce que ça les concerne au premier chef. Oui. Moi qui m'occupe de l'accompagnement des entreprises au quotidien sur ces 20 dernières années, je dis, je devais plaindre les entreprises aujourd'hui aussi parce que il n'y a pas que les demandeurs de visa qui sont concernés, même les exportateurs. Fifi, est-ce que vous savez que moi qui cultive le poivre de Peña, oui. Lorsque je dois l'exporter, je devrais présenter l'attestation de conformité fiscale. D'ailleurs, c'est l'article L94 quater, alinéa 1 qui est clair là-dessus, sont conditionnés à la présentation d'une attestation de conformité en cours de validité. L'attestation de conformité fiscale, j'entends. Il y a à peu près 5 personnes, hein. Ou à 5 activités. Les transferts de fonds à l'étranger des contribuables professionnels. Les contribuables professionnels, c'est qui? C'est vous qui travaillez à ABK là. Oui. Je prends plutôt l'inverse. Les contribuables non professionnels, c'est les rentiers par exemple, les retraités par exemple, les bénéficiaires. Voilà les non professionnels. Le reste maintenant, c'est les professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont encore en activité, les banques, les microfinances, les entreprises, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les très petites entreprises. Voilà les contribuables professionnels. Donc, pour procéder à leur transfert de fonds à l'étranger, désormais, cette opération est soumise également à la présentation d'une attestation de conformité fiscale. Les opérations d'exportation, donc Fifi, je gagne donc quand j'ai récolté donc au niveau de Peña mon poivre, si je veux l'exporter, dans la liasse des documents qu'on va m'exiger, il va falloir que j'adjoigne donc à cette liasse-là l'attestation de conformité fiscale. Oui. La délivrance des attestations d'exonération de prise en charge des impôts et taxes. Fifi, quand moi je suis éligible au bénéfice des avantages de la loi de 2013 fixant les incitations en matière d'investissement privé en République du Cameroun, l'État m'exonère du paiement d'un certain nombre d'impôts et de taxes. Je prends un exemple, je suis une entreprise de BTP. Oui. Si je vais acheter le ciment au niveau d'une de nos 5 cimenteries qu'on a ici, qu'est-ce qui se passe? Je devrais d'abord leur présenter ce qu'on appelle la PEC, attestation de prise en charge ou d'exonération des impôts et taxes liés à cette opération-là. Oui. Pour que j'obtienne donc ça, il faut que je brandisse mon attestation de conformité fiscale. L'État doit pouvoir régler les factures et subventions auprès des communes. Comme là, par exemple, l'État donne aux communes ce qu'on appelle la dotation générale de décentralisation et d'autres petits appuis. L'État apporte également des appuis aux établissements publics, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public, les entreprises privées dont une liste est fixée par le MINFI. Tout ce beau monde-là, pour pouvoir brandir encore leur requête auprès de l'État pour demander dans ces appuis-là, devraient adjoindre à leur facture donc l'attestation de conformité fiscale. Donc, la dernière demande n'est que la 5e sur une liste la 5e, la dernière, j'ai préféré présenter ça comme ça, sur une liste de 5.
Donc, les opérateurs économiques sont aussi concernés. Oui. Donc, vous êtes une entreprise dans le domaine de l'acconnage maritime. Votre filiale se trouve en Italie. Oui. À la fin de l'année, lorsque vous avez partagé les dividendes, pour pouvoir envoyer la quote-part de la maison mère là-bas, vous devez présenter justement une attestation de conformité fiscale. Donc, ce n'est pas uniquement les demandeurs de visa auprès des missions diplomatiques et consulaires qui sont concernés par cette conditionnalité absolue de présenter l'attestation de conformité fiscale. C'est pratiquement tout le monde pour cet exercice 2024. Oui. Et docteur Jean-Marie Biada, nous avons un auditeur qui a une préoccupation. Arsène Gamning, il s'appelle. Il demande, en fait, il souhaite que vous fassiez la véritable différence entre la TVA et la TCA, étant donné que la TVA se calcule sur le chiffre d'affaires. En fait, il a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur les deux notions, TVA et TCA. Oui, bon, autorisez que j'en rie un peu parce que ça doit être plus vieux que son âge. À l'époque, aujourd'hui, nous parlons de TVA. Oui. Jusqu'en avant 1994. Je dis 94 parce que c'est la date à laquelle a eu lieu au niveau de la communauté. Parce que quand nous parlons de fiscalité, parlons ça en termes de communauté, c'est-à-dire la CEMAC. Depuis 94, c'est la date à laquelle la réforme fiscale douanière eut lieu donc. Et avant, on parlait d'abord de TCAI. Oui. On appelait ça, oui, la taxe sur le chiffre d'affaires intérieur. C'est comme ça que ça s'appelait, TCAI. Et après, on a enlevé le I maintenant. C'est resté la taxe sur le chiffre d'affaires. Et quand la réforme fiscale est intervenue, CEMAC est intervenue en 1994 maintenant, on a donc abandonné la TCAI. C'était l'ICAI d'abord, l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur. Ensuite, on a abandonné la TCA, la taxe sur le chiffre d'affaires, pour adopter désormais la TVA, taxe sur la valeur. Mais ce qu'il doit retenir, c'est que dans l'un comme dans l'autre cas, c'était des impôts sur la consommation. La TVA, par exemple, c'est un impôt sur la consommation. Oui. Alors que l'ICAI, ce n'était pas un impôt sur la consommation, mais plutôt un impôt sur l'activité. Parce que vous entendez, impôt sur le chiffre d'affaires intérieur. Oui. Donc, c'était le chiffre d'affaires qui était réalisé à l'intérieur du pays. Oui. Or, si tu avais exporté, par exemple, hors de la communauté, hier, c'était l'UDEAC, l'Union douanière économique de l'Afrique centrale, mais depuis 1994, c'est la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Oui. Si tu avais exporté, par exemple, dans l'UMOA ou dans, je vais le dire de façon générale, dans l'une des 8 serres, ça s'appelle Communauté économique régionale, définie par l'OUA, par l'UA, l'Union africaine, pour pouvoir créer ce qu'ils ont appelé la ZLECAF, Zone de libre-échange continentale africaine. Si vous aviez exporté par là, vous n'étiez pas concerné par l'ICAI. Oui. Donc, hier, l'ICAI était un impôt sur l'activité, alors que la TVA qui l'a remplacé est devenue plutôt un impôt sur la consommation. Oui. Rapidement, pour qu'ils puissent mieux comprendre, je lui ai dit tout à l'heure qu'il existe 3 grandes familles d'impôts au Cameroun. Premièrement, l'impôt, quand je dis impôt, je mélange tout pour mieux me faire comprendre rapidement. Oui. C'est-à-dire, impôt pour moi renvoie à impôt, droits et taxes, contributions, licences, patentes, je mets tout ça dans impôt. L'impôt sur la consommation, la TVA, veut dire quoi? Si vous consommez, alors là, vous payez. Oui. Un exemple, impôt sur la consommation. J'ai cité la TVA. Si Fifi va acheter le pain quelque part, elle paye la TVA. Oui. Et pour le jeune en question, je vais lui dire qu'il n'a pas vécu une autre époque où, à la pharmacie, par exemple, quand on vous donnait votre facture, vous payez dans ce qu'on attendait de vous, et puis on tendait encore la main en deuxième lieu pour que vous payiez les impôts. Et on a compris que c'était des pharmaciens, c'était des médecins dont ils ne connaissaient pas grand-chose en finances publiques, en fiscalité ou en entrepreneuriat. Oui. Et on les a donc aidés en intégrant donc tout, en faisant en sorte que tout ce qui est vendu soit vendu TTC. Donc le client, quand il te donne de l'argent, par exemple 125 ou 130 francs, on sait que 100 francs c'est le montant hors taxe. Et les 15 francs là, ça va revenir à l'État à titre de TVA. Oui. Donc c'est un impôt sur la consommation. Si je viens chez toi, ABK souscrit par exemple pour quelque chose, une publicité, je suis obligé, lorsque vous me faites votre facture, vous mettez montant hors taxe 100 000, TVA 19,25%, ça fait 19 250, et vous mettez encore en bas, droit de timbre sur la publicité. Oui. Est-ce qu'on se comprend? DTP, on appelle souvent taxe sur la publicité de 3%.
Donc, tant que je fais la publicité chez vous, je suis astreint au paiement de cet impôt, le droit de thème sur la publicité. Mais si je ne fais pas la publicité chez vous, je ne la paye pas. C'est pour ça qu'on les considère donc comme des impôts sur la consommation. La deuxième famille des impôts maintenant, impôts sur le revenu. J'ai parlé de l'IRC tout à l'heure, impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Donc, quand tu gagnes un peu d'argent, tu dois pouvoir donner la part de l'État. Et enfin, l'impôt sur l'activité. Je peux mener mon activité FIFI en tant que consultant individuel. Oui. À la fin de l'opération, l'État va me demander de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. J'ai parlé de 5,5 tout à l'heure. Oui. Par contre, je peux mener la même activité en étant une personne morale, non plus une personne physique. Donc, en tant que personne morale, je suis une société anonyme à conseil d'administration, où je suis une société anonyme administrateur général, où je suis une société en nom collectif, où je suis un groupement d'intérêt économique, où je suis une société à responsabilité limitée. Je devrais donc payer plutôt l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc voilà les 3 grandes familles d'impôts qui existent au Cameroun. Et la TVA à laquelle il a fait allusion appartient à la famille des impôts sur la consommation. Docteur Jean-Marie Biada, pour sortir de cet entretien de ce matin, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de la loi des finances 2024? Est-ce qu'elle sera favorable pour le quotidien des Camerounais ou alors les Camerounais devront davantage serrer la ceinture pour cette année? Moi, j'ai plutôt peur que l'État puisse augmenter. Et c'est le cas depuis 2017, depuis que le Fonds monétaire est rentré ici. Chaque année, vous voyez, le chef de l'État prend, avant la deuxième session parlementaire, une ordonnance qui soit dilate, soit augmente le budget, à l'exception de 2020. Oui. Parce que quand il y a eu le Covid, il n'y avait plus de vols sur l'Afrique, il n'y avait plus de voyages par bateau sur l'Afrique. Donc, le chef de l'État, c'est exceptionnellement cette année qu'il avait diminué le budget de l'État de 500 milliards. Oui. Mais depuis lors, chaque année, il augmente plutôt. Comme l'année dernière, en 2023, la loi des finances initiale fixait le budget du Cameroun à 6 354 milliards 100 millions. Et le vendredi 2 juin 2023, il a pris donc une ordonnance qui dilatait ce budget en l'augmentant de 381,8 milliards de francs CFA. Oui. Et moi, je regrette que quand il augmente donc le budget de 342 milliards, le Fonds monétaire saisit 80,8%, c'est-à-dire 81% FIFI, pour pouvoir se faire rembourser la dette. Mon souhait, c'est qu'on n'augmente pas ces impôts-là uniquement pour payer la dette. Il vaut mieux créer des entreprises qui payeront les impôts, et ce sont ces impôts qui serviront à payer la dette, plutôt que de presser toujours ceux qui payent depuis des années pour sortir cet argent et payer la dette. Quand je le dis, c'est un clin d'œil que je fais au chef de l'État, qui ne puisse pas augmenter le carburant, même s'il a dit dans son discours, un petit pays comme le Gabon qui était à 900 francs a fait passer ça à pratiquement 575 francs. Le Gabon n'est pas plus riche que le Cameroun. Tout à fait. Pourquoi au Bénin où on importe le carburant coûte moins cher que partout ailleurs où on fabriquerait cela? Donc, c'est une façon de dire que le chef de l'État laisse d'abord que la musique qu'il a donnée en début d'année, en fin d'année, plutôt puisse prospérer. C'est-à-dire quoi? Qu'on laisse beaucoup de gens rentrer dans le carburant, importe en grande quantité, le prix va baisser. On n'est pas obligé. On connaît notre consommation en FIFI avant que la Sonara ne crame dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai 2019. Mais la Sonara turbinait à peu près 2100 tonnes métriques. On connaît déjà. Donc, si on laisse que beaucoup de gens importent cette histoire-là, on peut avoir nos 2 100 000 tonnes ou 2 150 000. Et puis, le prix va tomber à 500 francs. Donc, que le Fonds monétaire nous laisse tranquille avec son histoire de dire que non, il faut augmenter le prix du carburant, il faut augmenter. D'ailleurs, ce même fonds était allé dire au Gabon d'augmenter. Et le Gabon, avec le système des fins depuis le 28 août, l'a fait. Et je saisis votre antenne pour apprécier le jeune général qui vient d'arriver là. Voilà quelqu'un qui est là pour le bonheur des populations. Oligui Nguema. Justement, moi j'avais dit que non, ce n'était pas vrai. Le Fonds monétaire, quand il dit que lorsqu'on subventionne les prix de pétrole, ça profite aux riches, je leur ai dit que mais c'est archi faux. J'ai demandé un débat en direct avec l'un de ces experts-là pour lui démontrer que c'est faux. D'abord parce que j'ai travaillé dans le secteur pétrolier. Ma modeste carrière a commencé là-dedans. J'ai déjà assisté à une opération d'hydrocraquage, d'hydrogénation, d'hydrodesulfuration. Je ne suis pas sûr que c'est le cas de celui-là. Je reviens donc rapidement pour dire que le chef de l'État, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de diminuer le prix
carburant industriel, c'est-à-dire le gazoil, au lieu de 150 là, qu'on ramène ça à 100 francs, et peut-être l'année qui suivra, qu'on redescende à 50, le carburant, notamment le diesel, doit être vendu ici tout au plus à 500. Et je lui fais même une proposition. En France, quand je dis en France, j'ai voulu dire seulement dans l'Union européenne, lorsque la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie a commencé, les prix de ces hydrates de carbone ont flambé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que les populations ne parvenaient plus à tenir 2 € le litre, c'est-à-dire on est fiché à 1300. On était déjà en train d'aller, mais les projections les poussaient vers 4 €. Ils sont rentrés, ils se sont mis tous d'accord sur ce qu'ils appellent le bouclier fiscal. En France, 1 litre d'hydrate de carbone raffiné vendu à la pompe ne doit pas dépasser 1,99 €. Ils appellent ça le bouclier fiscal. Donc même si les calculs, les projections mettent ça à 4, 5, 10 €, ça va rester à 1,99 €. Et j'ai fait un travail sur l'ensemble des 193 pays membres du système de l'Assemblée générale des Nations unies. Fifi, sur les 193 pays membres, à peine 54 ne subventionnent pas. Tout le reste subventionne. Mais comment est-ce qu'ils font, docteur? Où est-ce qu'ils puisent les ressources pour pouvoir stabiliser ces prix-là? Non, la subvention consiste à dire quoi? Quand vous renoncez, par exemple, et là, vous me poussez à parler technique, mais je vais expliquer. Quand l'État, par exemple, vous donne ce qu'on appelle les exonérations, les exemptions de paiement de droits, d'impôts, de taxes, on appelle ça techniquement, chez nous en fiscalité, les dépenses fiscales. Donc, sur le cas, par exemple, du carburant, il y a au moins 7 postes où on prélève la TVA. Donc, si l'État renonce à prélever cette TVA-là, les 500, voilà, actuellement, c'est 720 francs pour prendre le cas du diesel, ça tombe facilement à 400 francs. À côté de ça, l'État prélève également ce qu'on appelle la TSPP, la taxe spéciale sur les produits pétroliers, qui est de 60 francs par litre. Si l'État renonce de prendre cette histoire-là, vous voyez combien ça tombe? Je prends un exemple sur 720 francs, là, 60 francs. Quand vous enlevez 60 francs dessus, vous voyez que vous tombez à 600 et poussière. Vous tombez à 600 et poussière. Donc, l'État peut facilement le faire. Qu'est-ce que l'État fait également? Je vous dis que le Bénin voisin qui importe le pétrole vend ce pétrole moins cher que chez nous, qui est la Fignon à l'époque. Ça s'explique. Il y a des endroits où on a ce pétrole bon marché. Enfin, ce n'est pas l'occasion. Je ne parle pas du pétrole en l'air, Fifi. Ça sent sur mes doigts. Mes 5 premières années professionnelles, c'était dans cet univers-là. Donc, je sais de quoi je parle, comme je sais aussi de quoi je parle lorsque j'évoque plein d'autres sujets. Donc, on a l'avantage d'avoir un expert très pointu. C'est peut-être parce que je n'ai pas le nez crochu, Fifi, qu'on ne me prend peut-être pas au sérieux. Nous vous prenons au sérieux, rassurez-vous, docteur. Vous êtes très pris au sérieux par nous et par nos auditeurs. Et bien plus encore, monsieur. Merci beaucoup de le faire, Fifi, ça m'honore beaucoup. Donc, le chef de l'État doit faire un effort. Je dis, quand on augmente, par exemple, Fifi, regardez le prix du carburant, notamment le gazoil de 26,6%, vous savez ce que ça veut dire? Non. Sur les 1600 mégawatts de capacité installée que le système de production d'énergie chez nous donne, 30 à 33%, voire 35% nous viennent de ce qu'on appelle la thermoélectricité. La thermoélectricité, c'est quoi? On va dans un village comme Meyomessi, on dépose un grand groupe électrogène là-bas, on y verse le carburant, tac, tac, on turbine, ça donne tout laisse fonctionner sur la base de la thermoélectricité avant qu'on ne fasse rentrer en fonctionnement le barrage de pied qui est là-bas à Lompanga. Ça veut dire quoi? L'État lui-même, par semaine, dépense 1 milliard, Fifi, pour nous donner la thermoélectricité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'État a donc augmenté, à compter du mercredi 1er février 2023, le prix de 26,6%, son budget initial de 52 milliards ne lui permettait de nous offrir l'énergie thermoélectrique que sur 9 mois. C'est la raison pour laquelle vous allez constater l'année dernière, en octobre, en novembre et en décembre, le rationnement a été très dur cette année. Parce que l'État lui-même n'avait plus d'argent pour le faire. Donc c'est pour ça que je crie encore pour dire que si l'État ajoute encore 1 franc supplémentaire là-dessus, peut-être que le budget restant maintenant, le milliard par semaine, ne lui permettra plus d'offrir que tout au plus jusqu'au mois de juin. Et résultat de course, quand je le dis, c'est pour plaider pour des petits, j'appelle ça les petits métiers. Pas en les méprisant, les petits métiers, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'un grand capital pour l'exercer, Fifi. Je vous prends un exemple. Pour être Michelin, il me faut tout au plus 150 000. 150 000, c'est pour acheter mon compresseur. Et je trouve un petit endroit où l'État ne dérange pas. Je suis un accotement, je m'installe là-bas. Est-ce qu'il y en a au Cameroun un endroit où l'État ne dérange pas, docteur?
Non, je veux dire déranger en ce sens qu'il faut d'abord payer les impôts, les droits, les taxes avant de s'installer. Oui. Par exemple, si je veux importer, par exemple, le carburant ou alors travailler dans le secteur pétrolier aval, il y a 13 agréments, Fifi. Oui. Si je veux raffiner, il me faut un agrément. Transporter, un agrément. Stocker, un agrément. Transporter le carburant par bateau, un agrément. Faire le sous-traitance maritime, un agrément. Importer les produits finis pétroliers, un agrément. Exporter, un agrément. Il y a 13 agréments là-dedans. Donc, quand je disais que l'État ne dérangeait pas, c'était par rapport au secteur où il y a des barrières à l'entrée. Oui. Pour être Michelin, chez nous, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Oui. Quand Oui. j'ai mon compresseur, je peux m'asseoir sur un accotement, là, ça peut être au quartier. Je m'arrange à m'installer là où les voitures peuvent passer ou bien les motos. Alors, Fifi, quand on me coupe le courant, mon compresseur ne fonctionne pas et je ne peux pas travailler ce jour-là. Oui. Faites donc l'hypothèse qu'il y ait simplement 10 000 Michelin dans la ville de Douala. Si chacun encaisse l'heure, j'ai calculé, bon, je ne sais pas que je calcule l'argent dans leur poche, mais ils ont chacun près de 10 000 francs par jour. Mais quand ils ne travaillent pas 10 000, ça fait 10 000 fois 10 000, ça fait 100 millions de banques à gagner pour ces gens-là. Oui. Et je conclue là-dessus en insistant. Ce Michelin, quand il travaille avec le compresseur, c'est lui en même temps qui décalamine les moteurs. Il nous a manqué le super tout récemment. Ces motos que vous voyez là, quand les motos travaillent, c'est de lundi à samedi. Et le dimanche, ces motos vont donc chez ces Michelin pour décalaminer. Décalaminer, ça veut dire quoi? Quand le moteur fonctionne, vous avez la fumée qui sort derrière. Oui, oui. Ça se constitue au niveau de... Ça s'appelle la bougie. Et ça s'amoncelle jusqu'au fond. Si bien que si on n'enlève pas cette fumée-là dans le tuyau d'échappement, prochainement, vous ne pourrez plus démarrer. Oui. Donc, cette fumée qui tombe donc en grappe, là, ça s'appelle la calamine. Donc, tapez tout ce tuyau pour que ça sorte. On appelle donc ça, cette opération décalaminer le moteur. Oui. Ils sont donc, et quand on décalamine, c'est 2000 francs. Donc, si vous avez à peu près 100 000 motos dans la ville de Douala, regardez à peu près combien d'argent ça circule. On brasse dans la ville chaque dimanche. Donc, si vous ne leur donnez pas de carburant, c'est un manque à gagner de l'ordre de 2 milliards, 3 milliards chaque dimanche pour tout ce beau monde-là. Et l'État lui-même perd en impôts qu'il aurait pu collecter. La mobilité urbaine devient invivable. Oui. Dans une ville comme Douala, Fifi, vous imaginez, s'il n'y a pas de moto, la vie devient invivable. Hein. Tout à fait, docteur. Parce que même ceux qui ont la voiture, il y a un certain niveau où la voiture ne peut plus aller. Et quand même vous auriez votre voiture, sortie de votre quartier, regardez Fifi, Oui. vous qui avez une très belle voiture, une belle limousine avec l'intérieur, avec des jantes chromées, vous regardez, comptez les gens dans votre quartier qui ont ces voitures-là. Vous avez à peine 5-10 personnes, pas plus. Tout le monde est au régime moto. Donc la réalité, c'est que la moto est un moyen de locomotion, c'est un moyen qui permet d'assurer la mobilité urbaine et rurale ici chez nous. On ne peut plus voiler et se masquer les yeux là-dessus. J'ai insisté sur la moto, les petits métiers, parce qu'en fait, le chef de l'État, dans son discours, semblait vouloir dire que nous ne pouvons plus supporter les 600 milliards, il va falloir augmenter. Mais vraiment, j'exhorte et je me serais même mis à genoux pour le supplier de ne pas augmenter. Parce que un petit pays comme le Gabon, petit par rapport à la superficie, Oui. par rapport au Cameroun, Oui. petit par rapport à la taille de sa population, si ces gens ont réussi le tour de génie de baisser suffisamment le prix du carburant, à plus forte raison, nous Oui. sommes capables de le faire aussi. Oui. Donc, si je dois conclure sur le diesel, j'exhorterai le chef de l'État de diminuer le prix de 150 francs à 100 francs. Pourquoi, Fifi? Pour cette année 2023 qui s'est achevée, à peu près 27% des marchandises qui devaient partir de Douala pour rejoindre Bangui sur le corridor Douala-Bangui ne sont pas partis. Pourquoi? Quand vous avez augmenté le prix de 26,6%, de façon directe, on a augmenté le fret de 3 200 000 à 3 600 000, donc près de 400 000 qu'il fallait Oui. payer. Oui. Or, les offreurs de fret ont refusé d'augmenter cela. Et les transporteurs ne pouvant pas faire la magie, c'était au petit bonheur la chance maintenant qu'ils travaillaient. Oui. Donc tout ce qui avait été prévu pour faire travailler sur ce corridor, les 6 000 camions qui devaient faire le déplacement ou les 6 000 voyages, ça n'a pas été le cas. Oui. Donc, voyant, étant dans ce domaine au quotidien chaque jour, je présume déjà que si on augmente effectivement, les conséquences ne seront pas assez heureuses pour les opérateurs économiques, tant au niveau du Cameroun que dans toute la sous-région CEMAC. Donc, mon exhortation, une fois encore, c'est de baisser le prix sur le diesel de 150 francs à 100 francs pour cette année 2024. Et l'État lui-même pourra prendre sur lui d'observer les conséquences. Il va voir comment est-ce que le trafic sur le corridor Douala-Bangui se sera revivifié
le corridor Douala-N'Djamena également. Et puis en interne ici, dans le secteur minier, l'État est en train de lancer le secteur minier, Fifi. Tous les engins qui travaillent dedans utilisent le gazoil. Donc si vous augmentez le prix du gazon, ça veut dire que vous limitez les espaces sur lesquels ces engins vont travailler. Davantage parce que j'ai conclu, déjà vous m'aviez demandé, on va trouver de l'argent au Fifi. Au moment où vous m'appeliez, j'ai vérifié sur une plateforme, 1 kg d'or, c'est 32 millions, Fifi. Oui. Je peux demander à la Sonaline de se donner pour objectif, horizon 5 ans, je produis seulement 250 tonnes d'or. 250 tonnes d'or à 32 millions, c'est plus du budget du Cameroun actuel. Oui. Et ce n'est pas sorcier. La Gécamine, du côté du Congo, produit nettement plus que ça. En Tanzanie, les sociétés spécialisées dans la production de ces substances minérales précieuses produisent autant que ça. Donc, il faudrait qu'on puisse regarder davantage sur le secteur minier en réduisant donc le coût des intrants, dont le principal est donc le carburant. Il faudrait que le prix du carburant dans ce secteur baisse significativement, même à 400 francs, à 500 francs. On pourra donc avoir plein d'argent dans les mines. Dans le domaine, c'est connu, Fifi, il vous suffit seulement de un godet. Le godet, c'est le bras de l'argent qui permet de charger. Un godet de 5 mètres cubes, ça fait 1 gramme d'or. Un godet de 5 mètres cubes, c'est 1 gramme d'or. Donc, plus vous puisez ces godets-là, plus vous avez la chance de gagner en or. Or, pour puiser, il faut que ça tourne. Il faut que le moteur tourne. Or, si le moteur ne tourne pas, vous ne pouvez pratiquement rien. Oui. Donc, ma plaidoirie pour que le prix du carburant, notamment le gazoil, baisse cette année, c'est pour que l'État soit capable d'augmenter pas simplement l'impôt synthétique minier qu'il va collecter dans le secteur des mines, mais en même temps qu'on ait assez d'opérateurs qui travaillent et permettent que l'État gagne beaucoup plus d'argent pour compenser donc théoriquement ce qu'on aurait perdu en diminuant donc le prix de ce carburant-là. Merci, docteur Jean-Marie Biada. C'est toujours un régal de vous avoir dans le cadre de ce programme. Merci encore pour votre disponibilité. Dieu seul sait combien vous avez un agenda chargé, mais vous avez bien voulu nous accorder ce précieux temps. Merci Fifi. Non, je ne pouvais pas hésiter davantage parce que c'est l'autre qui me sollicite, Didier. Didier fait partie des jeunes qui m'ont jamais marchandé leur amitié. Et j'entretiens des relations de la plus haute importance, je ne m'en cache pas. Merci, docteur. Je me sens hautement privilégié. Et il reste quand même que pour votre gouverne, Fifi n'a pas encore changé de voiture. Hein. Elle n'a pas encore la marque que vous avez citée tout à l'heure. Mais je reçois, parce qu'il a le docteur est visionnaire. Voilà, docteur, merci de me localiser avec cette voiture, docteur. Merci, docteur. Merci infiniment. Merci. Et à très bientôt. Beaucoup, Didier. Bonne journée à Didier. vous. Merci à tous vos centaines de millions d'auditeurs. Merci, et merci docteur. à Fifi aussi. Merci beaucoup. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.